Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est la seconde émission, le deuxième épisode du coup de Questions au sénateur. D'ailleurs, cette semaine, c'est présenté par moi-même et non pas par Jean Massier comme c'est écrit sur l'intro, mais ça revient au même, c'est plus ou moins, c'est le même format. Pendant environ 1 heure, je vais poser toutes vos questions directement à Mathieu Darnaud qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ici, c'est un vrai plaisir. Merci à vous de l'invitation. Vous êtes le deuxième, donc c'est encore la phase de début de cette émission. Donc c'est un plaisir vraiment d'avoir accepté cette invitation, c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que c'est le principe pour ceux qui découvrent cette émission? Pendant 1 heure, on a environ 1 heure avec Mathieu Darnaud ici, pendant laquelle vous allez pouvoir poser directement toutes vos questions. Moi, j'en ai ici que vous m'avez envoyé sur Twitter, sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, sur le chat aussi d'Acropolis, sur un peu tous les réseaux sociaux. Donc j'en ai déjà répertorié pas mal, mais heureusement, il y a le chat, vous le voyez juste derrière moi, il y a le chat et l'idée aussi c'est que vous puissiez poser d'autres questions et donc on va les ajouter, on va les lire en direct. Monsieur le sénateur peut les lire aussi en direct et comme ça on pourra les reprendre et les poser directement. Parce qu'il y a beaucoup de questions déjà sur le Sénat, sur le rôle du Sénat, etc. C'est ce qui est beaucoup remonté. Donc on va commencer en fait assez rapidement par des questions du coup sur vous, sur votre parcours, comment est-ce que vous êtes devenu sénateur, qu'est-ce que vous faites, si ça vous plaît pas, je sais pas. On va voir un peu tout ça. Après évidemment des questions sur le rôle du Sénat. À quoi sert le Sénat aujourd'hui, quelle est la différence avec l'Assemblée nationale, etc. C'est des questions qui sont beaucoup revenues du coup pas mal dans les questions que j'ai pu avoir. Et ensuite, ce sera plus des questions d'actualité. Il y aura des questions peut-être sur la droite et l'actualité en ce moment au niveau de la droite. Parce que pour vous présenter, on va comme ça rentrer un peu dans le bain. Vous êtes sénateur de l'Ardèche, élu depuis 2014, vous avez 43 ans et vous appartenez au groupe Les Républicains au Sénat. Les Républicains étant donc du coup un parti de droite, anciennement l'UMP pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a eu un changement de nom, c'était quoi il y a 3 ans? Plus de 3 ans, oui. 3 ans, on va dire. Fait. Voilà, donc maintenant c'est les Républicains et on va parler un peu de tout ça. Peut-être du coup pour commencer, et comme ça va permettre d'en savoir un peu plus sur vous en attendant les premières questions qui vont arriver. Charlotte BR avait demandé sur Instagram, question toute simple, mais comment est-ce que vous êtes devenu sénateur? Comment est-ce qu'on devient sénateur aujourd'hui? Souvent par le biais de son mandat d'élu local. Et puis pour moi, parce que je porte un attachement tout particulier à mon territoire, à l'Ardèche. Je crois que j'ai vraiment nourri au fil du temps, au-delà de mes racines, un attachement. Et puis le sentiment qu'aujourd'hui, pour des territoires ruraux, le Sénat, c'est particulièrement important. C'est la capacité justement de faire entendre la voix de cette ruralité. Alors la ruralité, c'est plus que l'Assemblée nationale ou c'est comment ça se... Je le crois. Bien sûr les élus, mais pas que les élus. Moi, je fais beaucoup de terrain la semaine et je rencontre beaucoup d'acteurs, bien sûr les acteurs associatifs, je rencontre des citoyens, aussi des acteurs du monde de la santé. Et je crois qu'aujourd'hui, on a, et c'est un paradoxe souvent par rapport à l'image du Sénat, un besoin de Sénat. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un récent sondage d'Odoxa qui confirme qu'il y a un attachement qui est de plus en plus marqué des Français vis-à-vis de la Haute Assemblée. Alors moi, j'ai d'autres chiffres sur cette question-là, et donc ça peut être l'occasion d'en discuter. C'est vrai que quand moi j'ai annoncé sur Instagram, Twitter, hier, etc., que j'allais vous poser des questions et leurs questions directement à vous, il y a pas mal d'entre eux qui ont dit mais au final je suis pas sûr du rôle du Sénat et je suis pas sûr que les gens, il y a typiquement là, des questions, une question Hamzaner, je vais essayer de bien prononcer son pseudo, qui dit « Est-ce que les sénateurs ont conscience du fait que les Français pensent pour la majorité que le Sénat ne sert à rien ?» Alors, oui, je cite ce qu'il a dit. Et moi, du coup, j'ai creusé un peu pour voir d'où il sortait ça. Je suis tombé sur une étude de YouGov pour Capital qui dit que 60% des Français étaient pour la suppression du Sénat. Comment est-ce que vous voyez ça en tant que sénateur? C'est un vieux débat, mais parce qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie. Ouais. Et je crois qu'on en est conscient. Nous-mêmes, les sénateurs, d'ailleurs, c'est un débat qu'on a eu avec le président Larcher, et je crois qu'on a la volonté vraiment de mieux faire connaître le Sénat. Le Sénat, c'est une assemblée qui légifère, au même titre que l'Assemblée nationale. Elle a ceci de particulier et d'intéressant pour nos concitoyens qu'elle n'est pas forcément dans le même rythme, dans la même temporalité. L'Assemblée, c'est finalement l'expression de la pulsion populaire, de la pulsion de nos concitoyens. Le Sénat, il peut légiférer avec plus de recul. Il a moins un lien direct, selon moi, avec l'actualité. Et c'est intéressant parce que ça permet de traiter des vraies questions de fond qui concernent le quotidien de nos concitoyens. Et j'insiste sur ce terme de quotidien parce que je pense qu'on l'abordera
abordera mais des thèmes aujourd'hui qui sont très inquiétants, très anxiogènes pour nos concitoyens. La santé publique notamment, c'est vrai en milieu urbain, mais c'est vrai en milieu rural. Pour l'avenir des communes, pour les questions de mobilité, comment demain on va se déplacer. Tout ça sont des sujets qui ont été traités, qui ont fait l'objet de propositions de lois sénatoriales et qui ont abouti de façon concrète. Donc le Sénat, il a vraiment un rôle de proximité par rapport à la vie quotidienne également de nos concitoyens. Et justement, pour prolonger un peu là-dessus, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. J'essaie de retrouver exactement qui l'a posé pour qu'il soit mentionné sur l'émission. Je vais essayer de la retrouver, mais quelqu'un qui demandait justement quelle est la différence, vous venez de le dire du coup, que le Sénat avait plus de recul par rapport à l'Assemblée nationale, mais comment ça se fait qu'il y ait plus de recul? Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer la façon du coup dont les sénateurs sont élus? Est-ce que c'est ça qui fait que le Sénat a plus de recul? C'est le fait qu'ils sont moins dans le jeu politique, qu'il y a moins de rapport avec le gouvernement? On est moins sous le feu des médias, c'est une évidence. Je crois qu'il faut rappeler les choses. On est élu par ce qu'on appelle les grands électeurs, qui sont des élus municipaux, maires, adjoints, conseillers départementaux, conseillers régionaux, députés. Et on est là pour représenter, comme je le disais, la voix des territoires et les collectivités. Pour autant, on légifère au même titre, comme je le disais, que l'Assemblée nationale. Donc on s'intéresse absolument à tous les sujets. Mais on a, c'est une évidence, plus de recul par rapport à l'Assemblée nationale et la capacité justement d'opérer un rééquilibrage. Parfois, on a le sentiment que les lois qui nous arrivent de l'Assemblée nationale sont faites parfois sous la précipitation, avec un jeu politique. Je crois qu'il y a un juste équilibre avec le Sénat parce qu'on peut rééquilibrer les choses et on peut permettre de faire en sorte que la loi parfois soit un peu mieux écrite, qu'on prenne le temps de la réflexion, qu'on la confronte aussi à la situation vécue par nos concitoyens, qu'on voit quelle en est la portée. Donc je pense que il y a un véritable équilibre. Moi, je crois profondément à ce qu'on appelle le bicamérisme, c'est-à-dire la nécessité d'avoir dans notre pays une assemblée qui représente la population et cette pulsion du peuple, et puis un Sénat qui est très attaché à l'équilibre de nos institutions. C'est fondamental et je crois que c'est important, surtout dans un temps où l'actualité imprime un rythme souvent je le dirais démentiel quasiment. Alors une autre question justement un peu en lien sur le fonctionnement des élections au Sénat. Il y a David Alouette qui demandait sur Instagram pourquoi est-ce que le Sénat n'est réélu que partiellement à chaque fois? Pourquoi est-ce que ça se fait Le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, c'est une assemblée qui est dite permanente, c'est-à-dire que l'assemblée, elle est élue, elle est renouvelée une fois tous les 5 ans. Il n'y a jamais de vacances au Sénat, c'est la capacité d'avoir cette assemblée qui siège en permanence. Ça participe aussi de cet équilibre entre Assemblée nationale et Sénat, et ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'important. Ça permet notamment, quand il y a des problèmes de vacances du pouvoir, ou d'avoir toujours une assemblée qui siège et qui travaille. Alors justement, vous êtes sénateur depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2014. 2014, exactement. Et donc on a eu beaucoup de questions, forcément, parce que quand on se demande à quoi sert le Sénat, quel est son rôle, on se demande aussi quel est le quotidien d'un sénateur dans sa journée. Parce que il y a les séances à l'Assemblée, au Parlement, mais il y a d'autres choses aussi. Et typiquement, Charlotte Pétour demande, pouvez-vous nous parler d'une journée type d'un sénateur lors de l'examen d'un projet de loi? Il y a aussi APO-DSP, bon c'est des pseudos, donc forcément c'est plus compliqué à lire, qui dit comment s'organise une journée de sénateur? Est-ce que les semaines se ressemblent? Est-ce que ça bouge tout le temps? Alors il y a bien sûr le quotidien quand on est dans nos départements respectifs, avec le travail de proximité, avec les élus, avec les concitoyens, comme je le rappelais. À Paris, on a le travail de commission qui est préalable justement à l'examen des textes. Ça, je crois que c'est important de le rappeler parce que on a souvent ce débat, mais c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, beaucoup moins maintenant au Sénat parce que moi j'aime à dire qu'on a été les premiers à réformer notre mode de travail, c'est-à-dire qu'on a obligé aujourd'hui les sénateurs, il faut que nos concitoyens le sachent, à être présents en commission parce que c'est là où se fait le travail, l'examen des amendements, l'examen du texte, et puis en séance c'est normal. Notamment lorsqu'on appelle les votes solennels sur les textes les plus importants et sur les questions d'actualité au gouvernement. Et d'ailleurs, j'invite chacune et chacun à les regarder le mardi après-midi ou le jeudi après-midi et vous verrez que l'Assemblée et que l'hémicycle est rempli. Donc c'est dire s'il y a vraiment un attachement au travail. Et aujourd'hui, on a montré que le Sénat était en pointe par rapport à la réforme de son mode de travail. Et justement, ça c'est une question que moi je me pose, mais qui j'imagine d'autres personnes peuvent se poser aussi. Sur une semaine, en général, la répartition du temps entre... Alors, si vous êtes sénateur en région parisienne, c'est plus simple, mais
typiquement en Ardèche, comment est-ce que vous gérez votre temps sur une semaine? Combien de jours en général est-ce que vous passez à Paris? Et combien de jours est-ce que vous allez passer dans votre Je ne sais pas s'il y a un modèle type. Globalement, moi je suis sur le terrain du jeudi soir jusqu'au mardi matin et plus fréquemment au lundi soir, puisque je consacre mon activité parisienne le mardi, le mercredi et le jeudi matin, voire le jeudi après-midi, quand on a ces fameuses questions d'actualité. Ouais. Après, tout ça est très variable en fonction de l'actualité législative, en fonction des textes que l'on a à étudier. Mais globalement, si on devait schématiser et résumer, ça ressemble un peu à ça, une semaine de sénateur. Alors, on va déboucher au fur et à mesure sur les questions politiques, mais je continue un peu sur ces questions générales sur le Sénat. Et vous, n'hésitez pas du coup à poser vos questions. En fait, on les a sur le chat. Et il y a aussi une très bonne équipe de modérateurs, dont Perceval qui est dans le chat, qui remonte les questions. Et je les ai aussi directement sur la tablette. Donc, c'est pour ça que je regarde un peu les différentes questions qui apparaissent. Quelques questions en plus sur le rôle du Sénat, parce qu'on va quand même un peu développer là-dessus. Il y a une question qui est assez intéressante, c'est sur la durée au Sénat. Il y a Apo justement qui avait posé 2 questions et la deuxième c'était, j'ai entendu dire qu'on pouvait rester sénateur pendant plus de 15 ans. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? On peut, comme le veut l'expression, la démocratie vous prête vie, c'est-à-dire si tous les 6 ans vous êtes réélu, on le peut parce que je le pense, c'est mon intime conviction qu'il appartient aux électeurs. Mais c'est vrai pour un député, c'est vrai pour un maire d'être les arbitres, les juges. C'est à eux d'élire en toute conscience. Vous n'êtes pas pour le fait de ne pas pouvoir faire plus de 2 mandats consécutifs, par exemple? Alors là, on a une réflexion, vous savez, sur le cumul des mandats dans le temps. C'est une vraie question qui nécessite d'être posée. Je le dis d'autant plus que moi qui ai fait 10 ans d'activité de maire, de mandat de maire et aujourd'hui parlementaire, je pense qu'elle peut être posée légitimement. Après, moi je suis quand même très attaché à ce que l'électeur, le citoyen, le grand électeur reste juge de l'action des parlementaires ou des élus locaux. Et j'en profite pour remercier très rapidement Linguisticae, qui est en fait un autre streamer et youtubeur qui a partagé le live. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent en ce moment grâce à lui. Merci beaucoup. Quelques questions en plus sur le Sénat. On va quand même continuer là-dessus. Alors, vous avez parlé un petit peu des commissions, etc. Mais on va creuser là-dessus parce qu'il y a Stan de 1978 qui demande par quels moyens les sénateurs ont-ils forcé Alexandre Benalla à accepter une audition. Alors, je dis mot pour mot comment il l'a formulé. On explique peut-être rapidement qu'il y a une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur du coup l'affaire Benalla, pour faire vraiment très très simple. Et donc Alexandre Benalla a dû je ne sais pas si le mot c'est témoigner, mais a dû se rendre au Sénat pour répondre aux questions des sénateurs. Comment ça fonctionne ces commissions d'enquête et est-ce que Alexandre Benalla était déjà obligé de se rendre à cette commission d'enquête ? Oui, comme chaque citoyen, c'est-à-dire que vous, demain, Hugo, si on vous demande de venir témoigner, être auditionné, vous êtes, comme je le suis, obligé de répondre puisque c'est la façon dont fonctionne une commission d'enquête parlementaire. Et c'était important de le rappeler parce que le Sénat a demandé à M. Benalla, comme à d'autres personnalités, d'autres personnes qui, de près ou de loin, étaient concernées par la sécurité du président de la République, de venir s'exprimer devant cette commission d'enquête qui pose des questions sur tout ce qui concerne le fonctionnement. Je précise parce qu'il y a un volet qui concerne la justice. Donc les faits concernés, ça n'est pas du ressort de la commission d'enquête. C'est ce que j'avais demandé. Quelle différence quel lien ou rapport ou différence entre une commission d'enquête au Sénat et la justice ? Comment s'organisent les deux ? La justice fait son travail d'un côté et la commission d'enquête, elle a vocation à s'intéresser justement au fonctionnement ou de pointer du doigt les dysfonctionnements justement qu'il pourrait y avoir, là en l'occurrence sur la sécurité du président de la République, assurée d'un côté par le commandement militaire et le fameux GSPR. Ok, alors j'en profite parce que je viens de voir que Jérôme Durin, qui est du coup sénateur socialiste et qu'on a reçu, que Jean Massier a reçu la semaine dernière, c'était dans cette même émission, vous a posé une question. Je ne sais pas si vous avez pu la voir sur Twitter, mais je vais la reposer quand même pour que tout le monde la voit. Mot pour mot, la question c'était: comment se passent les relations entre la droite et la gauche au Sénat dans le nouveau monde d'Emmanuel Macron ?
Alors on n'a pas pu voir, je sais pas si c'était des guillemets ou pas des guillemets sur Nouveau Monde, je suis pas sûr que ce soit ces mots vu qu'il est sénateur socialiste, mais comment se passent les relations, c'est vrai, entre la droite et la gauche au Sénat? Écoutez, elles sont cordiales, les relations. L'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, on légifère, qu'on puisse débattre de sujets, encore une fois, qui concernent l'ensemble des sujets, des textes. Et donc, nécessairement, on a l'occasion de travailler ensemble dans les commissions. Et encore une fois, alors je ne sais pas si le Nouveau Monde a modifié les choses, à d'autres niveaux sûrement, mais s'agissant de l'ambiance de travail au Sénat, je pense qu'elle a toujours été cordiale, qu'elle le reste et qu'il peut y arriver, et c'est même souhaitable, qu'on ait parfois des convergences d'idées sur certains points, heureusement d'ailleurs. Et puis après, fort de nos convictions, on a des divergences, elles sont exprimées, on a des débats, comme on a des débats à l'Assemblée nationale, mais encore une fois, moi je suis très attaché au fait qu'on ait un climat de travail qui soit un climat apaisé, parce que je crois qu'aussi nos concitoyens en ont un peu ras-le-bol des joutes verbales permanentes dans la vie politique française. Il faut aussi qu'il y ait des temps d'apaisement où on travaille sur le fond des sujets. Et ça, je crois que c'est une des plus-values aussi du Sénat. Et peut-être que là aussi, justement, c'est ce que j'allais dire, il y a la différence, on parlait du côté plus apaisé au Sénat, c'est peut-être aussi justement dans les relations entre les différents bords politiques, où on est moins dans le jeu politique, peut-être moins d'attention médiatique, moins de ce jeu de vie politique, et du coup, j'imagine qu'il y a les relations entre les différents élus de gauche. Jérôme Durain, typiquement, je ne pense pas que vous soyez en conflit. Non, on s'entend très bien. Il y a des désaccords dans les idées. On s'entend très bien avec Jérôme. D'ailleurs, on a eu à travailler sur certains sujets, et je crois que c'est un parlementaire qui est très engagé à la fois dans son territoire ou dans les sujets qu'il suit au Sénat. Après, on a des convictions respectives, comme je le disais. On a parfois des divergences, parfois des convergences. L'important, c'est d'être en capacité vraiment d'aborder les sujets sur le fond, parce que c'est vraiment cet état d'esprit qui doit régner au Sénat. On n'est pas d'accord sur tout, loin s'en faut, mais à un moment donné, si on veut que le débat puisse être un débat positif, qu'on puisse légiférer utilement, il faut aussi qu'on puisse converger sur certains points, converger au sein du Sénat, converger aussi avec les députés, puisqu'on a des moments, à travers des commissions mixtes paritaires, c'est l'endroit où les députés et les sénateurs se rencontrent pour essayer de faire en sorte que le texte puisse justement avoir une forme de convergence. Alors justement, je regarde un peu votre profil, et c'est vrai qu'on peut avoir l'idée que pour être sénateur, pour être un homme politique, etc., il faut forcément avoir fait Sciences Po, avoir fait des études comme ça. Alors il me semble que vous avez fait Sciences Po aussi à Lyon, les notes sont bien prises. Mais vous avez commencé avec un institut d'urbanisme de Grenoble. Et je sais plus qui demandait ça. Il y avait quelqu'un qui demandait justement, Mathilde, qui demande en quoi votre formation en urbanisme a été un élément bénéfique pour votre rôle actuel de sénateur. Est-ce qu'il y a eu un lien, et comment ça s'est formé finalement? Parce que devenir sénateur, ça parle pas forcément à tout le monde n'a pas forcément ça en tête. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé là-dedans en fait? L'urbanisme, c'est très intéressant. Aujourd'hui, je pense en milieu rural, les questions du développement, de la construction en milieu rural, c'est un sujet éminemment important. Si on veut redonner une dynamique sur nos territoires ruraux, voire périurbains, parce qu'il ne faut pas stigmatiser la ruralité, l'urbanisme, c'est quelque chose d'important, parce que l'urbanisme, c'est ni plus ni moins que l'organisation de la cité, l'organisation de nos communes, et c'est un sujet qui est un sujet parfois complexe pour les élus, et puis c'est un lien très direct avec la vie publique, l'urbanisme. Donc forcément, ça participait pour moi, l'appétence et de l'intérêt que je portais à la vie publique en règle générale. Très bien. Alors justement, on va avoir pas mal de questions maintenant. J'ai peut-être une ou deux dernières questions sur le Sénat, mais après on va aussi déboucher sur des questions un peu plus politiques, sur la droite, sur des questions, je vois qu'il y a l'environnement où il y a beaucoup de questions. Je vous rappelle du coup, si jamais vous venez de nous rejoindre, qu'on a une discussion là pendant environ une petite heure, enfin même une heure complète, avec attendez, je suis perdu sur mes notes. Oui, on a une discussion pendant une petite heure où en fait je vais prendre directement toutes vos questions via le chat, via Instagram, via tous les réseaux sociaux, et les poser du coup avec Mathieu Darnaud qui est sénateur Les Républicains et qui nous fait le plaisir d'être ici pendant une heure pour répondre à toutes nos questions sur le rôle du Sénat, sur des questions politiques, etc. Sachant que la semaine prochaine on aura d'autres invités, donc on aura un autre sénateur de tout bord politique, ça varie chaque semaine, et du coup cette semaine c'est vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, c'est ça aussi que je voulais dire. Alors, on va continuer du coup sur les questions directement sur vous.
Vous êtes, on l'a dit, un sénateur Les Républicains, donc de droite. Et une question toute simple, peut-être, c'est, parce que là, on parlait de votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce que vous faites aujourd'hui au Sénat? Clash Mat 10 demandait, vous êtes-vous toujours qualifié comme homme de droite? Et à quel âge est-ce que votre conscience politique s'est formée? J'ai toujours eu un peu de mal avec ce terme droite et gauche. Moi, je suis profondément gaulliste. Alors, ça parle pas forcément aux jeunes, le fait d'être gaulliste, mais pour moi, ça signifie parfois qu'on peut aller justement au-delà de ces clivages droite-gauche. Pour moi, le gaullisme, c'est justement entre guillemets certaines idées de la France, c'est un attachement à un pays, à des territoires. C'est vraiment le fait de pouvoir être aussi dans une démarche pragmatique, c'est important parce que nos concitoyens aujourd'hui l'appellent de leur vœu. Et puis parce que épousant ces convictions-là, j'ai à l'époque milité au sein du Rassemblement pour la République, le RPR, puis ensuite à l'UMP, aujourd'hui aux Républicains. Et vous étiez gaulliste depuis quand? Enfin, à quel âge Alors, comment ça a débuté? Je le dis souvent parce que souvent on me pose la question, mais est-ce que c'est un atavisme familial? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont... moi, j'avais pas spécialement des parents qui étaient intéressés ou impliqués dans la chose publique, donc j'y suis venu essentiellement par un engagement local, plutôt dans le secteur associatif, et à la fac, parce que forcément à la fac, on s'intéresse de plus près à la vie politique, on rentre un peu plus dans les sujets de société, et c'est ce qui m'a amené à cheminer, à m'engager, parce que j'avoue que je suis quelqu'un qui aime l'engagement. J'aime pas être un citoyen qui reste passif ou en tout cas qui a envie d'être acteur. Et je pense que l'engagement politique, c'est aussi ce moyen d'être impliqué dans la vie de la cité, mais plus généralement dans la vie publique. C'est intéressant comme question, parce que justement, c'est une autre question. Donc, quand je vous ai annoncé hier soir, j'ai dit, voilà, on va poser toutes vos questions à un sénateur, et j'ai fait en quelques mots une présentation de qui vous étiez. J'ai dit que vous étiez aux Républicains, de droite, etc. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de questions aussi sur ce clivage gauche-droite, jamais il existe encore, etc. Mais au-delà de ça, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que ça... Pour vous, du coup, ça n'a jamais existé, ce clivage gauche-droite, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années? Certains disent qu'avec Emmanuel Macron, ça n'existe plus, que ça a eu moi je crois que ça existe toujours, et d'ailleurs je pense que c'est très sain. Moi je ne crois pas au fait qu'on ait demain avec Emmanuel Macron ou avec un parti qui justement gommerait en fait toutes les spécificités et tout ce qui fait qu'on est plutôt attaché à un idéal libéral, qu'on est plutôt attaché à des thématiques sociales, environnementales, qu'on pense que la société, elle doit s'organiser au travers de l'individu ou du collectif. Autant de questions qui sont aujourd'hui structurantes. Et si vous me le permettez, juste une réflexion. Je pense que on vit une période un petit peu compliquée aujourd'hui, et je crois que les partis politiques, mais plus généralement l'ensemble de la classe politique, doit se réinterroger sur ce qui fait aujourd'hui le clivage politique, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir une gauche, d'avoir une droite. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, elles ne peuvent pas converger sur des sujets. On l'a dit, il y a des constats qui sont des constats communs. Aujourd'hui, je reprends mon exemple le problème de la santé publique, l'accès aux soins, demain la dépendance. Ce ne sont pas des sujets de droite ou de gauche, c'est des sujets qui doivent intéresser l'ensemble des acteurs politiques. Mais à un moment donné, sur des sujets, notamment le sujet économique, par exemple aujourd'hui, ce que l'on reproche au président de la République, c'est d'avoir une absence de volonté politique plus affirmée sur la question de la dette, parce qu'on sait très bien, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est le seul pays qui continue à creuser sa dette. Et ça pose une question essentielle. Nous, on appelle de nos voeux une réduction de la dépense publique, parce qu'on considère, à droite, aux Républicains, et d'autres font ce constat, que c'est le seul moyen demain de retrouver des marges de manœuvre dans notre pays, donc de réinvestir, notamment sur nos territoires, notamment sur les problématiques qui concernent nos concitoyens. On va en reparler. Je reprends un peu des questions sur ça, sur la gauche, sur la droite. Il y avait une question quand même que je voulais reprendre, qui était sur le chat il y a quelques instants, qui disait en fait pourquoi ne pas, c'est une idée qui est sortie comme ça, j'ai plus le nom là, sur
sur le chat, mais pourquoi ne pas, alors vous allez me dire si vous êtes pour ou contre, un tirage au sort, soit de tous les sénateurs, soit de certains sénateurs, mais un tirage au sort. J'ai vu la question tout à l'heure et j'avoue, je voulais y répondre. Je n'y suis absolument pas favorable parce que, encore une fois, la politique, c'est un engagement. La politique, elle doit reposer aussi sur une volonté des femmes et des hommes de s'engager. Et puis, moi, je crois que l'électeur doit rester, le concitoyen doit rester celui qui juge, qui arbitre et qui permet l'élection. La démocratie, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on s'engage sur des idées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réinvestisse si on veut que nos concitoyens aient plus confiance dans leurs élus. C'est la conjugaison entre ce que l'on dit et ce que l'on doit faire derrière. Je crois que nos concitoyens en ont ras-le-bol des élus qui arrivent avec des catalogues à la Prévert et qui ne sont pas en capacité de mettre en application leurs projets. Donc ça, c'est important. Mais au final, c'est l'électeur qui doit juger, c'est le concitoyen qui doit être juge de tout ça. Tirer au sort, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, ça n'est pas la conception que je me fais de la démocratie. Ouais. Et j'imagine que ce que certains peuvent penser en mettant en avant cette idée, c'est le fait que du coup, on aurait des élus qui soient plus désintéressés dans le sens où ils n'auraient pas une volonté de carrière en politique ou de. Écoutez, moi j'observe quand même ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec le Nouveau Monde. On nous a dit vous allez voir, vous allez avoir des parlementaires, on va changer la donne, on va avoir des gens qui viennent. Alors je déteste le terme société civile parce que de facto quand on s'engage, forcément on vient, on a tous eu un métier, on a eu une activité, on s'intéresse à la vie publique. Bon, aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a le sentiment que le terme un peu cosmétique du Nouveau Monde, c'est vraiment un terme cosmétique, quoi. J'explique peut-être pour ceux qui ne savent pas que quand on parlait de société civile, c'est du coup ces élus qui, c'est vrai, sont en tout cas apparemment venus plus en nombre avec l'élection d'Emmanuel Macron. Dans les partis politiques ou un engagement de longue durée qui viennent à la politique par rapport à leur expérience. C'est le cas de ministres, ça a été le cas de ministres, de parlementaires depuis longtemps. Mais encore une fois, moi je crois à la démocratie, je crois aussi en nos institutions de la Ve République. Elles ont montré qu'elles pouvaient finalement permettre de concilier tous les cas de figure, y compris des cohabitations, et que ça fonctionne. Donc je crois qu'on doit croire dans nos institutions et je crois qu'on doit croire dans la démocratie quand bien même on traverse des périodes difficiles. Est-ce que, alors, il y a le gros gag, c'est un drôle de pseudo, mais qui demande, Acropolis, y a-t-il des sénateurs anti-Sénat? Est-ce que vous connaissez des sénateurs au Sénat qui sont pour, alors c'est un peu du masochisme, ça, Hugo. Mais ça me fait penser à typiquement des élus, une sorte d'équivalent, qui seraient au Parlement européen et qui seraient contre l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que de la même façon, on peut avoir des sénateurs? C'est différent parce que ils sont au Parlement européen, ils défendent des visions de l'Europe qui sont très différentes. C'est-à-dire une Europe qui est contre le fédéralisme, c'est-à-dire qui a un pouvoir. Ou même parfois une sortie de l'Union européenne. Ou une sortie de l'Union européenne, mais qui ont besoin d'être dans ces hémicycles, dans ces parlements pour exprimer ça. Je crois que quand on se fait élire au Sénat, c'est qu'on croit dans l'institution, c'est qu'on croit à la Haute Assemblée, c'est qu'on est persuadé qu'en France, on a besoin de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, j'en ai pas connu en tout état de cause à ce jour de sénateurs qui sont là pour venir. Il y avait pas vous connaissez pas de sénateurs qui seraient du coup favorables à la suppression du Sénat? Non. Oui. Non. On peut l'imaginer, mais ça pourrait être une question. Ça pourrait exister, mais en tout cas, j'ai pas eu à ce jour. Bon, écoutez, au moins on a quand même posé la question. Justement, il y a d'autres gens qui reprenaient la même remarque. Je lis, il y a bien des députés européens et europhobes. Mais donc apparemment non, il y a pas beaucoup, en tout cas pas du tout même de sénateurs qui seraient favorables à la suppression du Sénat. On va repartir du coup quand même sur la question de la droite, parce que ça a amené beaucoup de questions là-dessus. Timothée CLD, qui avait demandé sur Instagram, quel est l'homme fort ou la femme forte de la droite aujourd'hui, selon vous? Écoutez, il y a un président chez les Républicains qui s'appelle Laurent Wauquiez, et puis il y a des personnalités dans notre famille politique, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a un rôle institutionnel très fort, dont vous êtes proche, dont je suis proche aussi, et qui a démontré sa capacité à la fois à porter des convictions, c'est aussi un gaulliste, et puis à faire en sorte que justement cette image du Sénat, elle soit redorée parce que on a besoin
les Français ont besoin de toucher du doigt ce rôle du Sénat. Et je crois que Gérard Larcher, ça a été vrai sur la commission d'enquête Benalla, c'est vrai sur des textes importants qui sont venus ou qui vont venir, je pense notamment à la réforme constitutionnelle, qui sera un temps important. On va en reparler un petit peu après. En espérant qu'elle arrive. Donc voilà, je crois qu'on a besoin d'un homme qui incarne l'institution. Les Français ont besoin. Je ne considère pas Marine Le Pen comme une personnalité de droite. En tout cas, c'est sûrement pas ma famille politique et je ne me reconnais absolument pas dans ces idées-là. Justement, est-ce que vous êtes... alors, Laurent Wauquiez, on précise qu'il est à la tête aujourd'hui des Républicains, donc du parti de monsieur le sénateur Mathieu Darnaud qui est avec nous aujourd'hui. Clash Maddis avait posé beaucoup de questions, il a déjà posé d'autres questions, et dans une de ces questions, il avait dit « Conseillez-vous à Laurent Wauquiez, donc au patron de votre parti, une discussion avec le Rassemblement National ?» Je précise que le Rassemblement National, c'est le nouveau nom pour le Front National. Je ne lui conseille pas et je crois qu'il a largement exprimé le fait qu'il n'y aurait jamais de discussion avec le Rassemblement national. Mais au sein de votre parti, il y en a qui réfléchissent, qui crois que chacun a le droit d'avoir son opinion. En tout cas, vous savez, moi je discute aussi beaucoup avec des militants, des sympathisants. Très largement, la volonté n'est pas d'aller faire des alliances. On mange là-dessus. Comment est-ce que vous expliquez que aujourd'hui on entend autant... Alors, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que alors, en tout cas à titre personnel, j'ai l'impression que le Front National et le Rassemblement National est plus en difficulté depuis la dernière présidentielle, quoique les sondages aux élections européennes les placent bien en tête. Mais comment est-ce que vous expliquez que le Front National ou le Rassemblement National est monté aussi haut et pour beaucoup du coup apparaît aujourd'hui comme un nouveau visage de la droite, voire le visage de la droite, plus que les Républicains? Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que je crois qu'il a exprimé un certain nombre de positions assez tranchées, parfois pour moi extrêmes, et qu'il est le réceptacle de nombreuses formes d'exaspération chez nos concitoyens. Pour moi, l'enjeu de la politique de demain, il est là. Quand je disais, si on veut que nos concitoyens retrouvent confiance dans leurs élus, c'est vraiment que ces élus, une fois qu'ils sont élus, ils appliquent leur programme. Un exemple, je vous donne un exemple. On examine en ce moment le texte sur la justice au Sénat. Proposition phare de M. Macron sur la sécurité, qui est quand même une des préoccupations majeures des Français, c'est-à-dire je construirai 15 000 places de prison. Hier, dans l'hémicycle, la ministre, Mme Belloubet, vient nous dire qu'il n'y aurait finalement que 7 000 places de prison. Là, pour moi, il y a vraiment un sujet. On ne peut pas s'engager sur une élection présidentielle sur des sujets aussi importants que la sécurité, qui est plébiscitée par nos concitoyens comme un axe prioritaire, et ne plus être en capacité de tenir ses engagements. Ça, pour moi, c'est mortifère. Ça, c'est ce contre quoi il faut s'élever si on veut justement que nos concitoyens retrouvent confiance et qu'ils n'aient pas la tentation de se tourner vers ceux qui proposent des solutions sans lendemain. Je reprends une question de Linguisticae, du coup, qui est un YouTuber et un streamer qui est très connu et qui vient de poser une question sur le chat. Il a demandé, Laurent Wauquiez et Dupont-Aignan, est-ce qu'eux aussi, ils n'ont pas une ligne similaire finalement? Non, je crois qu'il y a des différences. Je le vois par exemple sur l'Europe. Aux Républicains, nous croyons en l'Europe, à une Europe qui est quand même relativement différente de celle qu'on nous a proposée jusqu'alors. On n'est pas des eurolâtres BA, on n'est pas pour que l'on ne puisse pas remettre en cause une partie du fonctionnement des institutions européennes notamment, mais on n'est pas non plus sur la position qui est celle de Madame Le Pen, un degré moindre de Monsieur Dupont-Aignan, qui consiste à sauter de la voiture en marche, quoi. On est pour revisiter l'Europe, pour définir aussi ses frontières. Nous considérons qu'il ne faut pas d'élargement au sein de l'Union européenne, qu'il faut repenser le fonctionnement, qu'il faut que l'Europe soit efficace, notamment sur la question des politiques migratoires. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'il faut partager en commun parce que seul, on voit bien la difficulté que cela revêt. Justement, sur cette question, un peu, il y avait quelques questions sur Alors, les élections européennes sont l'an prochain. Comment est-ce que vous expliquez que ça intéresse si peu de gens? Dit comme ça, ça peut paraître un peu caricatural, mais quand on voit l'abstention qui est aussi importante... Mais parce que je crois très clairement que pour beaucoup de nos concitoyens, ils ont du mal... On a eu cette discussion tout à l'heure sur le Sénat. Ils ont du mal à
à percevoir quel est aujourd'hui à la fois le rôle et le fonctionnement de nos institutions européennes. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'on soit en capacité de redonner du sens à l'idée européenne en montrant une seule chose, c'est qu'elle soit vraiment un moteur en matière notamment de politique migratoire, parfois sur des sujets économiques, industriels, et puis qu'elle respecte aussi une forme de souveraineté des États qui la composent, parce qu'on sait bien qu'il y a des particularismes selon nos différents pays. Et ça aussi, je pense que c'est important. Il y a une question sur un exemple très précis. Albar qui demande, exemple concret, pour ou contre le soutien à des ONG comme celle de l'Aquarius, et pourquoi? Est-ce une réponse gaulliste? Je précise avant que vous puissiez répondre. Je ne vois pas bien le lien avec la réponse gaulliste. Moi non plus, mais ça peut être dans justement, on va pouvoir voir les deux. Mais alors, je précise juste que l'Aquarius, qu'est-ce que c'est? C'est un navire humanitaire qui, sur la Méditerranée, vient en aide à des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. Et donc, il y a eu beaucoup de questions politiques ces derniers jours sur l'accueil de l'Aquarius, où est-ce qu'il pouvait accoster, etc., etc. Quelle est votre position au sein des Républicains et la vôtre personnellement sur ce sujet? Je crois que, vous voyez, ce qui me gêne profondément sur cette question, c'est qu'à chaque fois, on met en avant des sujets comme celui de l'Aquarius et on oublie de parler du sujet majeur qui est la question migratoire. C'est une question, c'est un exemple de sujet. C'est un exemple, mais qui souvent appelle à nos concitoyens à réagir justement plutôt sous la pulsion, sous l'immédiateté. Or, ce sont des sujets qui, si on n'y prête pas garde, demain vont être explosifs. Donc, je crois qu'on a vraiment besoin de traiter les sujets sur le fond. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et moi, je regrette qu'on hystérise trop souvent ces sujets-là. Après, on reste un pays qui a une vocation, qui est un pays qui a une tradition humaniste. Mais attention, je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont besoin clairement d'y voir clair sur cette politique migratoire. On a vu ce qui s'est passé dans les autres pays européens. Je crois qu'on n'est pas à l'abri d'avoir les mêmes problèmes qui s'expriment au sein de notre pays. Donc il n'y a pas de soutien à l'Aquarius du côté des Républicains sur le... Non, on a été très clair. En plus, la question, elle se pose pas dans ces termes. Il y a un droit maritime. Voilà, les choses ont été largement expliquées. Mais pas forcément du coup pour ceux qui suivent le chat. C'est pour ça que j'essaie de remonter la question. Mais c'est non, du coup, il n'y a pas de... Parce que on prend l'Aquarius, mais c'est une question plus large. C'est sur ces ONG qui viennent en aide aux migrants. Quelle position doit adopter la France ? Mais la vraie question, et elle doit interroger aussi ces ONG, c'est comment demain, ensemble, on arrive à penser cette politique migratoire. Encore une fois, évitons justement tous ces sujets qui hystérisent, qui créent des clivages forts, parce qu'on a besoin d'avoir, là aussi, on parlait de convergence tout à l'heure, de pouvoir débattre de ce sujet de façon, j'allais dire, pas totalement clivante et surtout pour qu'on puisse aborder la question de fond. Voilà. Moi, c'est la seule chose qui aujourd'hui m'importe. Et du coup, quel clivage que vous voyez aujourd'hui sur cette question? Typiquement, la position d'Emmanuel Macron, comment est-ce que vous la jugez, cette position sur l'immigration? Après, on va passer à d'autres sujets, parce qu'il y a plein de questions sur l'environnement, sur plein de trucs, mais sur cette question-là, la position des Républicains, c'est quoi par rapport à Emmanuel Macron? Est-ce que la question de... il approche bien le sujet ou comment ça? Non, c'est qu'on voit que c'est un sujet qui n'est pas du tout traité. Et on voit d'ailleurs l'isolement de M. Macron aujourd'hui sur la scène européenne. Emmanuel Macron nous avait dit, moi président, je suis celui qui va réconcilier la France avec l'idée européenne, avec nos institutions européennes. On voit aujourd'hui à quel point M. Macron, parce que justement il n'est pas clair sur ces sujets-là, parce qu'il faut à un moment donné opérer un distinguo sur la question des migrations, sur la question des réfugiés, du droit d'asile, et que le texte qu'on a pu étudier, il ne traite pas suffisamment de la question migratoire. Il traite finalement la question des réfugiés et du droit d'asile. Ce sont des sujets qui sont éminemment différents. Là aussi, on ne peut pas dire malheureusement que M. Macron nous propose des choses qui vont résoudre cette question-là. Ok. Alors, une dernière question peut-être sur la droite, etc. Et après, on va aller plus dans les questions de fond. J'ai P. Brezin, alors lui, il est dur à prononcer comme pseudo, qui dit « Comment vivez-vous, alors peut-être pas vous personnellement, mais j'imagine au sein de votre parti, le fait que beaucoup d'élus de droite rejoignent La République En Marche ?» La République En Marche étant le mouvement d'Emmanuel Macron, et le fait que
C'est vrai, on a eu, alors Édouard Philippe est issu des Républicains, Gérald Darmanin, c'est le cas aussi, il y en a plusieurs. Comment est-ce que vous avez... c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et j'observe que la chute de popularité de l'exécutif et du président de la République invite surtout certains des personnalités de notre famille politique à réfléchir. Et d'ailleurs, Gérard Collomb ne vient pas des Républicains, mais était effectivement... Là, va se présenter du coup à Lyon et a priori ne va pas se présenter avec l'étiquette La République en marche. Mais vous parlez, je rebondis sur j'en profite. Ça me permet de revenir sur le sujet qu'on abordait. Ouais. La démission de Gérard Collomb, elle interpelle. Moi, le discours qu'a tenu Gérard Collomb lors de la passation de pouvoir avec Édouard Philippe, quand il quitte le ministère de l'Intérieur, il disait quoi, qu'il dit « J'ai peur ». Qu'au regard du fait que les banlieues, pour certaines, sont livrées aux narcotrafiquants ou à l'islamisme radical, fasse que aujourd'hui nous sommes côte à côte et que demain nous pourrions être face à face. Ça doit nous interpeller sur ces questions-là. Je crois que cette question de la sécurité, cette question fondamentale de ces territoires qui, pour certains, sont en prise à des graves difficultés, doivent être des sujets prioritaires. Ouais. Or, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur, on est sur un constat d'échec absolu. Absolu. Donc ça doit nous inviter à réfléchir et vraiment à voir une partie de l'échec du président Emmanuel Macron. Et justement là-dessus, alors une autre question politique qui est revenue un peu hier, quand moi j'avais demandé sur Instagram, je vais essayer de la reformuler et de le mettre dans le contexte de la discussion qu'on a en ce moment. Donc Gérard Collomb a démissionné la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ça fait déjà quasiment une semaine, si ce n'est une semaine. On a donc du coup Édouard Philippe qui est aussi au ministère de l'Intérieur en attendant. Comment est-ce que vous voyez le fait qu'il n'y ait pas eu de remaniement pour le moment ? Est-ce que vous pensez, comme certains, on a pu entendre certains élus sur les plateaux télé dire que c'est inacceptable et qu'il y a un problème en fait de pas avoir de remaniement aussi rapidement ? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez qu'il y ait plus de temps qui soit pris et qu'il n'y ait pas de nouveaux remaniements et de nouvelles démissions dans quelques jours ? Comment est-ce que vous voyez me permettrez de penser, Hugo, qu'à mon sens, il y a quand même un petit problème. C'est que, fort de tout ce qu'on vient de dire sur la problématique de la sécurité, des questions migratoires, droit d'asile, ne pas avoir de ministre de l'Intérieur ou au moins faire en sorte que cette passation de pouvoir et cette transmission au Premier ministre soit la plus courte possible. Ouais. Quand je vois les errements et la difficulté à renommer une partie du gouvernement, moi, ça m'interpelle véritablement. Ça m'interpelle d'autant plus quand j'entends tout à l'heure en conférence de presse M. Griveaux venir nous dire « mais finalement, en Allemagne, ils ont mis 150 jours pour former un gouvernement ». C'est déjà une méconnaissance absolue, parce qu'on pourrait parler de l'Allemagne, mais de la Belgique, où il y a des accords préalables à la formation des gouvernements, parce qu'on a des familles politiques qui n'ont pas forcément les mêmes convictions. Donc, ça n'a rien à voir avec l'exemple français. En France, nos institutions ne sont pas conçu pour une telle vacance, finalement, entre guillemets, du pouvoir, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le degré. Et là, moi, je m'interroge sur à la fois la capacité à attirer. On a entendu dire qu'il y avait eu des refus, 5 ou 6 refus déjà pour rentrer dans le gouvernement. Ça, quand même, ça interpelle au bout de 18 mois d'exercice du pouvoir. Et puis, je trouve que ce n'est pas très sérieux qu'un ministère comme celui de l'Intérieur, quand bien même il y a des ministres nommés sur les autres portefeuilles, ne soit pas remplacé dans les plus brefs délais. Ok, alors je regarde un peu, mais il y a d'autres questions exactement sur ce sujet, sinon on va aller directement sur l'environnement, parce qu'il nous reste environ un gros quart d'heure, donc j'aimerais bien qu'on passe aux questions d'environnement, et après j'ai plein de questions en vrac qui sont été ajoutées, qui vont être en plus de pour le vrac. Ça va partir dans tous les sens sur les dernières minutes. Mais voilà, du coup, pour ceux qui ne savent pas, on est ensemble avec Mathieu Darnaud pendant là encore un bon quart d'heure. Vous pouvez vous poser toutes vos questions que vous avez sur le rôle du Sénat, etc. On les prend, on y répond, on a le chat sous les yeux, donc on est vraiment avec vous pendant encore un bon quart d'heure. Voyons du coup sur l'environnement. On va passer directement là-dessus. Il y a eu beaucoup de questions sur l'environnement. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes. Et puis ça a été beaucoup dans l'actualité ces dernières semaines. Il y a eu la démission de Nicolas Hulot, il y a eu la marche pour le climat, il y a eu le rapport du GIEC il y a hier, si je dis pas de bêtises. Justement, sur tout ça, j'essaie de voir quelle serait la meilleure question pour débuter. Il y a Albar, je pose telle quelle sa question et après vous répondez comme vous voulez, qui demande: que pensez-vous de ce que Nicolas Hulot a déclaré en démissionnant sur l'incompatibilité entre l'écologie et le libéralisme ?
alors je sais plus, mais il voulait dire libéralisme ou capitalisme. Comment est-ce que vous voyez ça? La démission de Nicolas Hulot, comment est-ce que vous l'expliquez et quelle est peut-être du coup votre vision d'écologie et d'environnement? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai essayé de m'investir parfois, avec des fois une tonalité assez singulière sur des questions comme par exemple les hydrocarbures non conventionnels, comprendre les gaz de schiste, qui était un sujet dans mon propre département. Vous êtes favorable? Je suis complètement défavorable. Je me suis battu depuis toujours contre les gaz de schiste. C'est ce que c'est autorisé. Alors aux États-Unis, c'est dans quel? Je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis ou si c'est seulement dans certains États. C'est autorisé aux États-Unis. D'ailleurs, on en a vu les effets et l'impact sur l'environnement. Moi, j'y suis farouchement opposé et je le dis clairement. Je pense que l'environnement, c'est un sujet, là aussi. On a parlé tout à l'heure de la sécurité. Je crois que l'environnement, c'est un sujet qui mérite d'être posé et dépassionné. Et je crois que l'environnement, ça a été la limite de cette politique du en même temps d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, la démission de Nicolas Hulot, c'est la traduction de cette limite de la logique du en même temps, parce qu'il y a des choix à opérer sur les questions énergétiques. Aujourd'hui, par rapport à la question de la dépendance énergétique, à la question des énergies renouvelables, et je ne sais pas si l'écologie est inconcevable avec une logique libérale. Moi, je ne suis pas un libéral forcené, mais j'observe effectivement que aujourd'hui, on doit se positionner, on doit là aussi débattre sur des sujets qui sont des sujets majeurs d'avenir, comme le réchauffement climatique. Et je pense que le grand travers, et je vais en finir sur Nicolas Hulot, c'est pour Emmanuel Macron d'avoir utilisé la personnalité un personnage public qui est de très Nicolas Hulot de façon là aussi assez cosmétique. Et on en a vu aujourd'hui les limites de l'aveu même de l'intéressé. Alors justement, Emmanuel Macron et l'environnement. Est-ce que pour faire, alors c'est dur de répondre à cette question évidemment parce il nous reste un quart d'heure et c'est pas suffisant pour développer sur une question aussi large, mais est-ce que vous êtes satisfait de ce que fait Emmanuel Macron en matière d'écologie? Et typiquement, question très simple, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus que ce qui est fait aujourd'hui? Mais moi j'aimerais savoir déjà quelle est la politique en matière d'environnement d'Emmanuel Macron. Parce que pour moi, il essaie de tout concilier. On vient de l'évoquer avec Nicolas Hulot, et j'ai du mal à cerner quels sont les objectifs en matière environnementale de la politique d'Emmanuel Macron sur la question du nucléaire, sur la question alors des hydrocarbures. Le sujet est aujourd'hui tranché et j'en suis le premier satisfait sur les hydrocarbures non conventionnels. Mais voilà, il y a tout un tas de sujets qui restent en suspens. Je vais vous prendre un exemple qui touche à la vie de nos concitoyens. Moi, je viens d'un territoire rural. Aujourd'hui, on dit il faut repenser les mobilités. Très bien. Mais comment on repense les mobilités dans un territoire comme le mien, où on n'a pas quasiment de transport en commun, où les gens sont obligés de prendre leur voiture? Donc la question des énergies. Là, ça pose un véritable sujet. Il faut aussi entendre ça. Il ne faut pas traiter le sujet des énergies, le sujet de l'écologie, là non plus de façon trop clivée, trop tranchée, parce qu'on se met à dos une partie de nos concitoyens qui ne comprennent plus, ou en tout cas qui pensent que finalement on tombe dans l'écologie punitive. Donc là aussi, je pense que de la même manière, il y a un travail de pédagogie à faire, il y a un travail de convergence sur des sujets environnementaux forts, notamment sur la question du dérèglement climatique et de toutes les conséquences, avec les mesures qu'il faudra véritablement prendre dans le temps, mais en prenant garde à l'inverse de ne pas donner le sentiment que c'est une punition et qu'il faut converger progressivement. Voilà. Moi, j'ai toujours en tête, j'en finis là, par l'exemple quand même de l'Allemagne, qui a fermé les centrales à charbon et qui aujourd'hui, les centrales nucléaires, pardon, excusez-moi, et qui réouvre les centrales à charbon. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est très antinomique quelque part. Alors typiquement sur la mobilité, après on va avancer un peu sur ce sujet-là, mais le sort de bonus-malus, je vais y arriver, qui a été mis en place par Emmanuel Macron, de en fait favoriser l'achat d'un véhicule neuf qui serait non polluant, et au contraire du coup de faire une taxe ou de taxe sur les produits encore plus une polluants. fois, il ne faut pas avoir une vision tranchée. Là où c'est possible, c'est-à-dire dans les tissus urbains où on n'a pas de relief particulier, où la voiture électrique est une solution, c'est bien, il faut, je pense, l'inciter. Moi, je vous donne un exemple. Dans mon département, quand vous avez du relief, de la montagne, des climats qui sont parfois rudes au-dessus de 1000 mètres,
La voiture électrique, elle montre aujourd'hui clairement ses limites. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas voir ou tout concevoir de façon linéaire. Il y a un moment donné, il faut opérer. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la différenciation territoriale. On est très attaché à l'esprit républicain et à son caractère un et indivisible, mais à un moment donné, il y a des différences entre nos territoires. Et le rôle d'un gouvernement, le rôle de nos dirigeants, c'est à un moment donné de prendre en compte ces différences pour faire en sorte que, en voulant converger vers des objectifs, on n'ait pas des traitements qui soient à ce point uniformes qu'ils finissent par être pénalisants pour à la fois les tissus urbains et les tissus ruraux. Alors, je reprends du coup la question quand même qui est revenue sur Nicolas Hulot, parce qu'après on était parti sur Nicolas Hulot, parce qu'elle est revenue elle aussi pas mal de fois, donc je me permets de la reposer sur la compatibilité entre l'écologie, la protection de l'environnement, la défense de l'environnement, lutter contre les réchauffements climatiques, etc. Et en fait un modèle de société qui serait du coup le capitalisme combiné au libéralisme, qui est en gros plus ou moins celui dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que selon vous, les deux peuvent aller ensemble? Est-ce qu'on peut protéger l'environnement? Si votre question c'est est-ce que vous êtes pour la décroissance, je vous dis non, je ne suis pas pour la décroissance. C'est déjà un élément de réponse. On va être très clair. Donc oui, il y a des choses à affiner, mais encore une fois, il faut vivre avec des données qui sont des données objectives et des réalités qui sont des réalités aussi objectives sur nos différents territoires, sur la capacité que je prends un exemple. Quand on parle de l'éco-construction, l'éco-construction aujourd'hui c'est très important, c'est très intéressant, y compris pour le développement du secteur du bâtiment, mais ça coûte très cher. C'est aujourd'hui pour une maison entre 25 et 30% de plus. Ouais. Voilà, comment on traite cette question pour faire en sorte que nos concitoyens, quel que soit leur niveau de revenu, puissent un jour avoir accès à cette éco-construction. Ça, c'est des sujets, pour moi, qui sont des sujets pratiques. Alors, moi, je n'aime pas qu'on se perde dans sujets qui sont très généraux et qui ne parlent pas à nos concitoyens. Vraiment, le sujet pratique, c'est celui qui parle à nos concitoyens. Alors, on passe au moment des questions en vrac. Il me reste quelques questions en plus. Peut-être parler de la santé quand même. Ça, c'est vraiment une question c'est la première question que je voulais poser parce que justement, on a beaucoup parlé de ruralité, etc. Le fait que, évidemment, faut pas penser les mesures simplement en parlant des grandes villes de Paris, etc. Justement, Charlotte Pétour demande: que proposez-vous pour réduire les déserts médicaux dans les zones rurales en tension? Donc j'explique peut-être ce que c'est les déserts médicaux. Ce serait des endroits en France où en fait on manque de médecins, tout simplement, parce que les médecins veulent pas forcément s'y installer. Je suis pas expert, je connais pas exactement comment les médecins sont placés, mais qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Je sais qu'Emmanuel Macron, le gouvernement en a parlé il y a quelques jours. Quelle est votre vision là-dessus? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait des médecins partout et comme il faut partout sur le territoire? C'est sûrement un des enjeux et un des défis les plus importants pour les années à venir. Je m'explique. Et je m'empresse surtout de dire que ça ne concerne pas que la ruralité, ça concerne aussi les villes. Discuter avec le maire d'une ville importante, en l'occurrence Clermont-Ferrand, qui me disait qu'aujourd'hui, il n'avait plus de praticiens dans certains quartiers sensibles et qu'il s'interrogeait sur la nécessité que la commune puisse accompagner ou financer une part des études de ces praticiens. Il n'y a pas non plus de recette miracle. Il faut se dire les choses. Aujourd'hui, on est sur une profession libérale, des médecins notamment, parce que la problématique, c'est souvent les médecins généralistes, l'accès aux soins. Et s'agissant du milieu rural, aujourd'hui, il y a plusieurs pistes. Un, c'est le numerus clausus. Ça, la question est quasiment derrière nous. Il faut qu'on ait plus le numerus clausus, c'est plus de médecins qui sortent des promotions chaque année. C'est aussi être très incitatif, notamment en permettant qu'il y ait plus de ce qu'on appelle de maîtres de stage, c'est-à-dire de médecins qui permettent de prendre en stage des internes sur les territoires. Moi, j'ai un exemple dans une commune qui s'appelle Méras, qui est en Ardèche, dans une partie rurale, dans l'Ardèche-Chèvenol, où on a une maison de santé, où on a eu des maîtres de stage et des jeunes médecins qui sont du coup venus faire leur stage et qui sont restés. Ça peut leur donner envie en fait en étant... Exactement, c'est montrer qu'il y a aussi une qualité de vie, parce que la ruralité, c'est pas simplement un manque parfois de services, c'est aussi une qualité de vie, c'est aussi le fait d'avoir accès à un environnement particulier. Et je pense que pour le toucher du doigt, il faut y vivre, il faut pratiquer. C'est favoriser aussi, parce qu'on se rend compte que j'étais à l'hôpital d'Aubenas l'autre jour, on avait des jeunes internes qui revenaient parce qu'ils étaient issus du territoire. Donc, il y a une envie d'aider le territoire. Et puis la volonté de revenir parce que c'est chez eux finalement.
On peut aussi s'interroger sur la régionalisation des concours, parce qu'on sait qu'on a des zones qui concentrent énormément de médecins et d'autres, bien sûr, qui sont en tension. Ouais. Tout ça pour dire que c'est vraiment une question essentielle, parce que si on veut justement que nos territoires, notamment ruraux, mais périurbains, redeviennent attractifs, il faut que les gens puissent avoir accès aux soins, tout simplement. Ok, alors 2 dernières petites questions. Je les prends très rapidement. Il y en a une là qui me fait rire, donc de Jésus du ciel, qui dit pourriez-vous me recommander un coin sympa à visiter en Ardèche? Il n'y a que des coins sympas en Ardèche, du nord au Allez sud. en Ardèche, faites ce que vous voulez. Très bien. Non, il n'y a pas un lieu, un endroit, une ville, un coup de cœur. Des coups de cœur. Vous voulez pas froisser les autres? Des coups de cœur, j'en ai plein dans l'Ardèche méridionale, à Bannes notamment. Voilà, c'est des coins qui me parlent beaucoup, mais voilà, je suis très attaché aussi au Nord Ardèche, un tourisme vert, alors qu'on a un tourisme qui est tourné vers la vallée les gorges d'Ardèche dans le sud. Ouais. Voilà, donc on a vraiment un peu tous les types de territoires, tous les types de paysages, il y a de quoi faire. Donc moi, j'ai qu'un conseil à lui donner, c'est venez en Ardèche. Super. Une dernière petite question de Nibal que je trouve intéressante. Alors là, aujourd'hui, vous êtes sur un réseau social puisque vous êtes sur Twitch en ce moment. Et Nibal demande quelle place a pris les réseaux sociaux, enfin ont pris du coup les réseaux sociaux, je fais les corrections de votre direct, dans votre pratique d'élu. Comment est-ce que vous avez... Important vous parce l'êtes depuis 2000... je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire plus de pédagogie. Donc la pédagogie, ça passe aussi par tout ce qui parle à l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, moi, quand je discute avec certains de nos aînés, je me rends compte qu'ils ont complètement investi les réseaux sociaux. A fortiori dans les territoires ruraux, parce que c'est une façon d'avoir accès aussi à l'information. Donc moi j'essaie d'investir ces réseaux sociaux. Je le fais de façon des fois un peu trop artisanale au goût de certains. Donc sur Facebook, sur Twitter, maintenant sur Instagram. Instagram aussi. Là aussi ça permet de vendre un peu l'image de l'Ardèche et de montrer qu'on a des coins merveilleux dans notre territoire. Non, plus sérieusement c'est important parce que je crois que nos concitoyens ont besoin de savoir ce que font leurs élus. Encore une fois, je pense que quand on est élu, on a besoin de rendre des comptes. Et rendre des comptes, c'est faire part de son activité, c'est aussi faire part de ce que l'on fait concrètement quand on légifère, quelles sont nos positions, quels sont nos sujets d'inquiétude, dire ce que l'on a fait quand on est élu local, mais quand on est aussi parlementaire. Je crois que ça, c'est véritablement essentiel. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de... Alors... Et je réponds à la question, Guiran-Grange, c'est joli, c'est une magnifique ville. J'en ai été maire pendant quasiment 10 ans. Et là aussi, c'est juste en face de Valence. Je vous invite à y venir. Il doit y avoir dans l'Ardèche. Je suis obligé de faire la promotion de ma commune quand même. J'ai fait les gorges de l'Ardèche et le Nord Ardèche. Venez à Guiran-Grange. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Là, on a pris 1 heure. On a pu répondre à, j'espère, un maximum de questions sur le rôle du Sénat, sur tout ça. Et je pense que c'était bien d'avoir une discussion comme ça sur tout un tas de sujets. J'espère vraiment que ça vous a intéressé. Qu'est-ce que je peux dire? On a du coup cette émission, elle est là chaque semaine. Donc c'était vous cette semaine. Il y en aura un autre sénateur la semaine prochaine. Le prochain live aujourd'hui, enfin là en ce moment vous êtes en train de regarder ça sur Acropolis. Le prochain live sur Acropolis, c'est Party Time à 14h30 demain avec Adrien. Donc c'est une émission sur l'actualité des partis politiques. Donc si jamais vous connaissez pas Acropolis, parce que moi j'ai ma chaîne YouTube, c'est une autre chaîne YouTube, et donc des gens viennent sur Acropolis sans forcément connaître. Donc si jamais vous venez de ma chaîne YouTube, je vous invite à voir aussi les autres émissions d'Acropolis, font des choses qui sont très très intéressantes. Je tiens à remercier du coup les équipes de Public Sénat avec du coup qui ont fait cette émission, et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Pour eux, c'était quand même un pari de faire une collaboration comme ça entre. Puis c'est important, enfin si je puis me permettre, d'avoir aussi du temps d'expression, bien sûr, de pouvoir aborder des sujets, et parce que quand on parle encore une fois de pédagogie, c'est vraiment ce type d'exercice, d'avoir 1 heure pour évoquer, faire le tour d'horizon et redire. Bien sûr. Ce qu'est un parlementaire, un sénateur, et on le refera les prochaines semaines. On le refera les prochaines semaines parce qu'il y a forcément besoin là-dessus. Et c'est vrai, moi, à titre personnel, je trouve que c'est très bien d'avoir les questions directement et de pouvoir les poser directement à vous. Et on n'a pas forcément toujours l'occasion de le faire. Donc voilà, je tiens juste à remercier du coup les équipes de Public Sénat pour cette fantastique collaboration, et de O-Gaming, ainsi que évidemment Acropolis du coup qui est aussi sur cette émission et que vous retrouvez en ce moment sur Twitch. Je tiens aussi à remercier Perceval qui m'a aidé à préparer cette émission grâce à cette magnifique tablette. Enfin, c'est la mienne, mais c'est le contenu, on a travaillé ensemble, et tous les modérateurs sur le chat qui font un travail formidable pour ces émissions. Bien sûr, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à partager un peu tout
tout ce live auprès de tout le monde. Ce sera dispo sur YouTube, donc peut-être que vous regardez ça sur YouTube, ainsi que sur Public Sénat. Je crois que j'ai tout dit. Le prochain sénateur, du coup, la semaine prochaine, même horaire, à 17h, ce sera François Grosdidier, sénateur Les Républicains, lui aussi, de la Moselle. Vous le connaissez, j'imagine. Très bien. Bah voilà, ce sera lui. Et après, on va avoir plein d'autres élus. Je sais que moi, il me semble que dans 2 semaines, j'aurai un élu écologiste. Si je dis pas de bêtises, on vous en reparlera. Chaque chose en son temps, ça va venir au fur et à mesure. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. On se dit à très vite sur Acropolis, sur Hugo Décrypte aussi, sur ma chaîne YouTube. Et puis, peut-être à bientôt au Sénat, du coup. J'espère. À très bientôt, beaucoup. Hugo. Merci, à très bientôt. Got yourself some medication.